Le 18 avril 1943, 4 jeunes hommes jouaient dans les bois de Hagley Wood, près de Wychbury Hill dans le Worcestershire, en Angleterre. Ils participaient à une activité connue sous le nom de nidification des oiseaux, un passe-temps populaire parmi les jeunes de l'époque où les garçons grimpaient aux arbres, où les oiseaux avaient refait leur nid pour voler leurs œufs et amasser une collection de spécimens bleus et mouchetés. À un moment donné au cours de leur incursion dans les bois, les garçons sont tombés sur un orme particulièrement grand, un endroit préféré des oiseaux pour faire leur nid. L'un des jeunes, nommé Robert Farmer, était sans aucun doute le grimpeur le plus fort d'entre eux. C'est donc lui qui a grimpé le tronc avant de se déplacer parmi les branches à la recherche d'un nid à piller. Une fois qu'il l'a fait, il a découvert que le tronc de l'arbre était creux et s'étendait sur plusieurs mètres. Curieux, il a regardé à l'intérieur du trou et a été accueilli par une vision qui lui a glacé le sang. C'était un crâne humain avec des cheveux et des dents humains. Robert a failli tomber de l'arbre quand il a réalisé ce qu'il voyait, mais il s'est retrouvé dans une situation très difficile, car Hagley Wood faisait partie du domaine de Hagley, et la terre appartenait à Lord Cobham, et les garçons empiétaient sur sa propriété. S'ils racontaient ce qu'ils avaient revu, leurs parents découvriraient où ils étaient allés, et cela pourrait bien être beaucoup plus de problèmes que cela n'en valait la peine. Et ainsi les garçons quittèrent rapidement Hagley Wood, pâles et tremblants, courant chez leurs parents avant de commencer à se demander comment ils étaient arrivés là. Mais cette nuit, là, l'un des garçons, nommé Thomas Willett, s'est retrouvé visité par des cauchemars vifs et effrayants. En eux, elle a vu des visions de la femme piégée à l'intérieur de l'orme, toujours vivante et gémissant alors que l'arbre grandissait autour d'elle, la maintenant en place comme une horrible prison en bois. Elle criait à l'aide, mais peu importe ses efforts, elle ne pouvait rien faire, et quand elle essayait d'appeler à l'aide, sa voix s'étouffait dans sa gorge et devenait silencieuse. Thomas a crié quand il s'est réveillé de son cauchemar, et quand ses parents sont venus dans sa chambre pour voir ce qui l'avait tant dérangé, il a tout avoué. Il leur a parlé du bois Hagley, des oiseaux nicheurs, mais surtout, il leur a parlé du squelette piégé à l'intérieur de l'orme. Le lendemain matin, les parents de Thomas se sont rendus au poste de police local pour leur parler de la découverte de leur fils. Les policiers se sont aventurés jusqu'à l'orme décrit par les garçons, ont vérifié plus en détail le tronc creux et y ont trouvé un squelette presque complet caché. Ils ont également trouvé l'alliance en or de la femme, ainsi que des fragments de vêtements qui appartiendraient au défunt. Le crâne lui-même était considéré comme un élément de preuve précieux, car comme le jeune Robert Farmer l'avait vu, il avait encore un motif dentaire assez complet, ainsi que quelques mèches de cheveux qui s'étaient détachées du cuir chevelu. Les policiers qui ont répondu ont ensuite parcouru la zone à la recherche d'indices supplémentaires sur qui ou pourquoi le corps de la femme avait été enterré à l'intérieur du creux, et à la suite de cette fouille, ils ont trouvé les restes d'une main humaine cachée entre la saleté et les feuilles, non loin de l'arbre lui-même. Peu de temps après, la police a déterminé que quelqu'un avait coupé la main de la femme avant de la jeter dans la bûche creuse. Un examen médico-légal ultérieur a rapidement établi que la femme avait été enterrée à l'intérieur de l'orme et qu'elle était morte depuis au plus 1 an et demi, plaçant la date de son assassinat autour d'octobre 1941. Le coroner examinateur a également découvert un morceau de taffetas dans sa bouche, suggérant que l'asphyxie pourrait bien avoir été la cause du décès. Le taffetas est une variété de tissu net et doux en soie et polyester. Il est considéré comme un type de tissu haut de gamme pouvant être utilisé dans les robes de bal et les robes de mariée, car il conserve mieux sa forme que de nombreux autres tissus. Par conséquent, nous pouvons raisonnablement supposer que celui qui a assassiné la femme était soit un tailleur, soit assez riche pour pouvoir s'offrir des tissus aussi chers. De plus, sur la base des mesures du tronc d'orme, le coroner a déduit que la femme était presque certainement placée à l'intérieur du creux, alors qu'elle était encore fraîchement assassinée, car il n'y avait aucun moyen qu'elle ait pu rentrer à l'intérieur une fois la rigor mortis établie. Avec les divers objets trouvés à côté du corps, la police a pu deviner avec précision à quoi pouvait ressembler la femme. Cependant, alors que la Seconde Guerre mondiale battait son plein à cette époque, avec la mort et la découverte, il y avait des légions de civils portés disparus en raison des bombardements allemands, et les archives étaient trop vastes pour permettre une identification correcte. Les détails ont été croisés avec des centaines de rapports de personnes disparues, mais rien ne semblait correspondre. De plus,
Des dentistes à travers le Royaume-Uni ont été contactés dans l'espoir d'identifier le motif dentaire distinctif de la femme, communément appelé morsure dans les cercles dentaires, mais aucun de leurs dossiers ne correspondait au motif dentaire distinctif de la femme. Et pourtant, son identité restait inconnue. L'intérêt et la curiosité pour cette étrange affaire abondaient parmi la population en général, qui était autant perturbée qu'intriguée par les détails inquiétants entourant le meurtre de la femme. Leur demande de réponse semblait culminer en 1944, lorsque des graffitis sont apparus sur l'obélisque de Hagley, non loin de l'endroit où son corps a été découvert. Ils ont dit « Qui a mis Bella dans l'orme sorcier ?» Cependant, au cours des années suivantes, aucune réponse définitive sur le meurtre n'est apparue. Cela n'est pas surprenant, car les ressources humaines et matérielles de l'ensemble de l'État britannique ont été mises à rude épreuve dans leur quête pour vaincre les maux du nazisme en Europe continentale. Et la question d'un meurtre mystérieux n'était certainement pas une priorité absolue pour les forces de police nationales ou locales. Donc, près de 80 ans plus tard, nous sommes toujours obligés de nous demander qui a placé le corps sans vie de cette femme dans l'orme sorcier à Hagley Wood. Il existe de nombreuses théories dominantes sur les raisons pour lesquelles le corps a été placé là et à qui il appartenait. Une possibilité est que le corps était celui d'une prostituée de Birmingham qui n'a été portée disparue qu'en 1944, ayant apparemment disparu 3 ans plus tôt. Le rapport indiquait qu'elle s'appelait Lubella, ce qui nous amène à la réalisation troublante que celui qui a peint les graffitis sur l'obélisque de Hagley devait connaître l'identité de la victime ou du tueur bien avant qu'elle ne soit correctement identifiée. Une autre théorie implique un patient de l'hôpital psychiatrique de Stafford, nommé Jack Mossop. Mossop se plaignait régulièrement au personnel de l'hôpital de cauchemars récurrents dans lesquels une femme le regardait depuis un arbre. Jack est mort bien avant que le corps ne soit découvert. Cependant, 10 ans après sa mort, à une époque où l'histoire de l'orme sorcier était bien ancrée dans la conscience publique, sa femme a révélé qu'il était impliqué. La femme, une Mossop, a déclaré que son mari avait avoué une fois que lui et un ami buvaient au Littleton Arms, un pub situé à Hagley, lorsqu'ils se sont retrouvés harcelés par une femme particulièrement ivre qui exigeait qu'il lui achète un verre. Les hommes ont fini par la ramener à la maison dans leur voiture quand elle a vomi partout sur la banquette arrière, et, pour lui donner une leçon, ils l'ont emmenée dans la forêt et l'ont jetée dans un trou d'arbre, espérant que cela lui ferait peur et qu'elle verrait l'erreur de ses manières. Cependant, à moins qu'elle n'ait été directement assassinée ou qu'elle soit morte d'exposition, alors qu'elle était piégée à l'intérieur de la bûche creuse, il n'y a aucune raison de croire aux hallucinations d'un fou qui a ensuite été interné dans un hôpital psychiatrique. Si c'était la vérité, pourquoi lui avait-il coupé la main avant de le faire? Cependant, il y avait une autre théorie présentée en 1945 par une anthropologue et archéologue de l'University College London, nommée Margaret Murray. La suggestion du professeur Murray est peut-être la plus troublante de toutes les théories possibles sur la disparition et la mort de Bella, et implique quelque chose que l'on pensait depuis longtemps avoir été éradiqué dans les îles britanniques, la sorcellerie. Le professeur Murray a affirmé que le fait que la main de Bella ait été coupée rendait les détails de son meurtre compatibles avec un rituel mystérieux connu sous le nom de main de gloire, qui selon elle aurait bien pu être exécuté par un groupe de gitanes locaux. Selon l'ancien folklore européen, une bougie allumée faite à partir de la graisse de quelqu'un qui était mort anormalement et placée sur sa propre main coupée, comme sur un chandelier, servirait de puissant talisman magique. La main de Gloria rendrait toute personne à qui elle était présentée incapable de bouger, et cette bougie ne pouvait être éteinte qu'avec du lait. Les cheveux du mort servaient de mèche, et la bougie ne donnait de la lumière qu'à celui qui la tenait. À peu près au même moment que ces affirmations sur la mort et le démembrement de la mystérieuse Bella, le professeur Murray a lié le meurtre au meurtre d'un homme du nom de Charles Walton, qui a été tué d'une manière similaire et rituelle dans un quartier voisin de Quentin. Charles Walton, âgé de 75 ans, taillait des haies et effectuait d'autres travaux de jardinage le jour de la Saint-Valentin en 1945 ans, lorsqu'il a été attaqué par un mystérieux assaillant. Le tueur l'a frappé à la tête avec sa propre canne, puis lui a coupé le cou avec un crochet et a enfoncé les dents de son propre râteau de jardin des 2 côtés de son cou, le clouant au sol. La main gauche de M. Walton avait été coupée et malgré de nombreuses recherches approfondies dans la région, elle n'a jamais été retrouvée.
Le surintendant détective Robert Fabien de la police métropolitaine a été envoyé pour enquêter sur le meurtre macabre et a écrit ce qui suit à propos de ses découvertes. Je conseille à quiconque est tenté de s'aventurer dans la magie noire, la sorcellerie, le chamanisme, appelez-le comme vous voulez, de se souvenir de Charles Walton et de penser à sa mort, qui était clairement le point culminant horrible d'un rite païen. Il n'y a pas d'argument plus fort pour rester aussi loin que possible des méchants avec leurs épées, leur encens et leurs palabres incompréhensibles. C'est prudent, dont sa tranquillité d'esprit future et même sa vie pourraient dépendre. Fabian a également affirmé avoir parlé à de nombreux habitants de Clinton qui croyaient que Walton était un sorcier dont les pouvoirs étaient redoutés par certains villageois. On disait qu'il jetait le mauvais œil et gardait les crapauds nageurs comme animaux de compagnie, les utilisant pour ruiner les récoltes et le bétail des agriculteurs locaux. Un exemple cité par les habitants était l'échec de la récolte de 1944. Il a été affirmé que cette prétendue sorcellerie l'avait conduit à être assassiné rituellement, ce qui impliquait que son sang imbibait le jardin pour restaurer la fertilité du sol, et que sa main avait été prise pour effectuer un rituel de la main de gloire. L'enquête du surintendant détective Fabien sur le meurtre l'a également amené à travailler avec le surintendant détective Alex Spooner, chef du Warwickshire CID. On dit que Spooner a attiré l'attention de Fabian sur un livre intitulé Folklore, Old Customs and Superstitions in Shakespearean Land, écrit par le révérend James Harvey Bloom et publié en 1929. Le livre comprenait une histoire apparemment vraie envoyée en 1885 sur la façon dont un jeune laboureur avait été vu invoquant un chien noir fantomatique plusieurs nuits consécutives, et comment à un moment donné, le chien avait été accompagné d'une femme sans tête. Fabian fut troublé au-delà de toute croyance lorsqu'il découvrit que le nom de ce laboureur n'était autre que Charles Walton. Fabian a également affirmé plus tard qu'il avait rencontré un mur de silence lorsqu'il avait tenté d'aller au fond du meurtre, déclarant à la presse en 1945 que les habitants du Haut et du Bas-Quentin et du district environnant étaient réservés dans la nature et n'acceptèrent pas facilement les étrangers. Que les deux meurtres soient vraiment liés reste totalement incertain, mais le fait que deux meurtres rituels aient été commis à seulement quelques années d'intervalle et si proches l'un de l'autre est quelque chose que nous ne pouvons absolument pas ignorer. Depuis les années 1970, certains ont même suggéré que Bella avait été assassinée en raison de son implication dans un réseau d'espionnage allemand, mais toutes les théories avancées par la suite ont été réfutées. Le seul qui n'a pas été catégoriquement exclu est celui qui a des connotations occultes. La mystérieuse Bella pourrait bien avoir été assassinée dans le cadre d'un ancien rituel pré-chrétien, tout comme Charles Walton. Mais une chose qui ne sera jamais décidée est de savoir qui lui a coupé la main avant de placer son corps encore chaud dans cet orme sorcier à Hagley Wood. Dans l'ouest de la Norvège, près de la ville de Bergen, il y a un endroit connu sous le nom d'Isdalen ou Vallée de glace, mais l'endroit a aussi un autre nom, Dodalen ou Vallée de la mort. La Vallée de la mort tire son nom du grand nombre de falaises abruptes et verticales qui, à une autre époque, étaient connues parmi les populations nordiques robustes sous le nom de stupa. C'étaient des endroits où les membres plus âgés de la société qui n'étaient plus en mesure de prendre soin d'eux-mêmes et se considéraient donc comme un fardeau, pouvaient commettre une sorte de rituel réservé. Lorsqu'il a été décidé que c'était leur heure, les personnes âgées ont été aidées à gravir les sommets du stupa d'été, où elles seraient ensuite jetées dans la vallée en contrebas, pour ce qui devait être une mort rapide et indolore. Mais parfois, la peur à la fin les submergeait, et c'est à ce moment-là que leurs compagnons leur donnaient le petit coup de pouce dont ils avaient besoin pour terminer le rituel. C'est ici, dans un paysage sombre et inquiétant, qu'un père norvégien a décidé d'emmener ses deux filles en randonnée en novembre 1970. Le trio parcourait les sentiers populaires d'Ulriken, la plus haute des 7 montagnes entourant la ville de Bergen, en route vers le restaurant situé sur le plus haut sommet de la montagne. Alors qu'ils grimpaient, l'une des filles de l'homme a remarqué une odeur de brûlé provenant des environs, mais elle n'était toujours pas assez haute pour que l'odeur provienne du restaurant. Ils se sont vite retrouvés à chercher l'origine de l'odeur. Une des filles a découvert quelque chose avec un bandeau sur les yeux, et quand elle a levé le bandeau et a vu ceux qui émettaient une odeur si horrible et aigre, elle a crié. Là,
Parmi une collection de fragments de roches brisés au pied d'une falaise montagneuse, gisait le corps d'une femme. Elle était allongée sur le dos, carbonisée au-delà de toute reconnaissance. Le trio est rapidement retourné en ville, se précipitant pour informer la police locale de ce qu'ils avaient trouvé. Les deux jeunes filles, traumatisées par ce qu'elles avaient vu, sont rentrées chez leur mère pour se rétablir, tandis que le père a ramené la police à l'endroit où gisait le corps brûlé de la femme. Une enquête a rapidement commencé. Lors de l'inspection des lieux, la première chose que la police a remarqué étaient plusieurs objets qui semblaient avoir été disposés d'une manière très particulière. Tous avaient des marques de brûlure, suggérant qu'ils avaient été exposés au même feu qui avait carbonisé le cadavre de la femme. Ceux-ci comprenaient des bijoux, une montre-bracelet, un pull en laine et une écharpe, une paire de bottes en caoutchouc, des bas en nylon, un sac à main, une couverture de passeport en plastique, 2 bouteilles d'eau en plastique, un parapluie, une bouteille vide d'alcool bon marché, une boîte d'allumettes et des somnifères. Sous le corps se trouvait une peau qui présentait des traces d'essence. La police a également remarqué que chacun des articles avait été dépouillé de tout identifiant personnel. Quelques jours plus tard, 2 valises abandonnées ont été retrouvées à la gare de Bergen. Après inspection, le personnel a trouvé ce qui semblait être un ensemble normal de bagages de voyage. À l'intérieur, il y avait des vêtements, des cosmétiques et un sac contenant des devises de plusieurs pays européens. Cependant, quelque chose était inhabituel à propos des articles, car toutes les étiquettes de marque et les identifiants personnels avaient été retirés ou grattés. Parmi les articles figurait également un bloc-notes contenant ceux qui semblaient être un message codé. On espérait qu'un dentiste serait capable de reconnaître le travail dentaire et ainsi de reconstruire qui elle était, comme la police norvégienne n'était toujours pas près de découvrir qui était la femme brûlée. Un appel national a été lancé exhortant les membres du public à se manifester s'ils avaient des informations sur les mouvements ou l'identité de la femme. Des croquis basés sur une analyse médico-légale de la structure faciale de la femme ont rapidement été diffusés dans les journaux nationaux et les chaînes de télévision. C'est alors que les membres du personnel de l'hôtel Ordaheimen, un hôtel local à Bergen, se sont présentés après avoir reconnu la femme d'après les croquis. Selon eux, ils ont vu la femme le 23 novembre, après qu'elle eut quitté la chambre 407. Ils ont dit à la police qu'elle était une jolie femme dans la trentaine à la quarantaine, mesurant environ 6 pieds 5 pouces, avec des cheveux bruns foncés et des yeux de la même couleur. Ils ont affirmé qu'elle était une vendeuse itinérante, s'occupant d'antiquités et d'artefacts rares, et qu'elle semblait extrêmement nerveuse, restant dans sa chambre et interagissant à peine avec les autres clients ou le personnel de l'hôtel. L'un des membres du personnel a notamment mentionné qu'elle était presque certaine que la seule fois où elle avait vu la femme interagir avec un autre invité, elle l'avait fait en parlant en allemand. Ils ont également souligné qu'elle payait toujours en espèces et qu'à un moment donné, elle avait demandé à changer de chambre, expliquant de manière fallacieuse pourquoi elle devait le faire. En même temps que ces premières données étaient connues, les détectives norvégiens des homicides ont également fait une percée concernant le message codé dans le bloc-notes de la femme. Les cryptographes ont conclu que les codes étaient une liste des endroits que la femme avait visités, ainsi que les dates et heures de ces visites. Une fois que ceux-ci ont été vérifiés par rapport aux formulaires d'enregistrement manuscrits dans divers hôtels, les détectives ont pu déterminer que la mystérieuse femme avait beaucoup voyagé en Europe sous divers faux noms, en utilisant un certain nombre de documents falsifiés, et a toujours prétendu être une citoyenne belge. Un autre groupe de membres du personnel de l'hôtel s'est présenté peu de temps après, mais cette fois, ils ont affirmé que la femme était blonde et parlait flamenco. Après des mois d'enquête et de nombreuses ressources investies dans l'enquête, tout espoir d'identifier la femme a été perdu, et l'affaire semblait destinée à rester non résolue. Malgré de solides preuves du contraire, les autorités ont été forcées de conclure que la femme brûlée avait mis fin à ses jours, car elle avait ingéré une grande quantité de somnifères. Ainsi, le 5 février 1971, la mystérieuse femme brûlée a été enterrée dans une tombe anonyme du cimetière Mollendal à Bergen. Seule une poignée de policiers de Bergen étaient présents, et il semblait que tous leurs secrets seraient enterrés avec elle. Mais depuis lors, plusieurs théories et développements ont émergé qui pourraient faire la lumière sur qui il était exactement et pourquoi il a dû mourir si violemment et prématurément. Naturellement, en raison des circonstances très suspectes entourant la mort de la femme,
Il n'a pas fallu longtemps avant que certaines personnes soupçonnent une dissimulation à l'instigation du Service national norvégien des enquêtes criminelles. Étant donné que l'incident s'est produit au plus fort de la guerre froide, certains pensent que la femme était une sorte d'espionne, et en fait, les 9 faux passeports trouvés en sa possession indiquaient l'implication d'une organisation hautement efficace et professionnelle. Il y a aussi le fait que le meurtre de la femme pourrait être lié à un certain nombre d'autres troubles mystérieux qui ont eu lieu en Norvège dans les années 60, chacun ayant eu lieu de manière suspecte près d'une base militaire et a depuis été irréfutablement lié à des activités d'espionnage international. Plus récemment, des dossiers déclassifiés de la défense nationale norvégienne ont révélé que les mouvements de la femme à travers l'Europe semblaient refléter des tests secrets du nouveau missile guidé anti-navire Penguin, un missile à moyenne portée qui était destiné à être la perte de la marine soviétique si la guerre froide devenait soudainement chaude. Tout cela aurait été étayé par le témoignage d'un pêcheur norvégien qui a depuis affirmé avoir reconnu les croquis composites de la femme après l'avoir vue en observant des exercices militaires autour de la ville norvégienne de Stavanger. Cependant, après 35 longues années de demi-vérité et d'impasse, un témoin a finalement émergé avec peut-être l'information la plus significative à ce jour. Un habitant de la ville de Bergen s'est présenté en 2005 après avoir vu l'un des croquis composites réalisés après la découverte du corps calciné. Il a affirmé que le dessin du visage de la femme était incroyablement similaire à celui d'une femme qu'il avait vue environ 5 jours avant la découverte du corps carbonisé. Il était en randonnée dans une autre des montagnes entourant Bergen, appelée Floyen, lorsqu'il a remarqué une personne dans une tenue plutôt inhabituelle. Au lieu des vêtements d'extérieur chauds et imperméables standards normalement portés par les randonneurs, il a vu une femme vêtue de vêtements légers et décontractés. Selon le témoignage de l'homme, elle semblait résignée, voire mélancolique, et pendant un moment, il sembla qu'elle voulait lui dire quelque chose, bien qu'elle ne l'ait jamais fait. C'est alors que l'homme a remarqué que la femme était suivie par 2 hommes vêtus de lourds manteaux chauds, qui avaient une apparence distinctement étrangère. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il entendait exactement par là, l'homme a affirmé qu'ils avaient les cheveux et les yeux très foncés, et qu'ils étaient engagés dans une conversation intense qui a immédiatement cessé une fois qu'ils ont détecté sa présence. Plus tard sur la piste, l'homme a également affirmé qu'il était allé à la police une fois que l'enquête nationale avait été lancée pour signaler la rencontre, mais qu'il avait reçu la visite de hauts responsables de la sécurité norvégienne qui lui avaient dit d'oublier ce qu'il avait vu. De toute évidence, le récit de l'homme donne beaucoup de crédit à l'idée qu'il y avait une sorte de dissimulation sur la mort de la femme d'Isdalen, surtout lorsqu'il est combiné avec les preuves accablantes qu'elle a en fait été assassinée et ne s'est pas suicidée. Il y a beaucoup de questions sans réponse sur la femme d'Isdalen, et au fil des années, il semble moins probable que nous ayons jamais les réponses. Mais ce qui semble clair, c'est qu'elle n'est pas morte de son plein gré. Souvent, ceux qui se suicident laissent une note de description expliquant pourquoi ils l'ont fait, ou du moins comme moyen de dire les derniers adieux à ceux qui leur sont chers. Invariablement, c'est un acte solitaire. Ils n'emportent pas de vêtements de rechange avec eux, ils ne nettoient pas leurs affaires des identifiants, et ils ne s'immolent certainement pas par le feu lorsqu'ils sont incapables. Nous pouvons conclure sans risque que la femme d'Isdalen a été assassinée d'une manière ou d'une autre, et ce qui devient de plus en plus clair, c'est que quelqu'un ou un groupe d'individus a fait tout son possible pour enterrer l'enquête, ainsi que sa véritable identité. En 2004, dans la banlieue tranquille d'Aurora, Illinois, Amy Pitsen a donné naissance à son premier enfant. Après quelques délibérations, elle et son mari James ont nommé l'enfant Timothy. Les 6 premières années de la vie de l'enfant ont été heureuses et paisibles, et nous avons toutes les raisons de croire qu'il a été aimé et soigné par ses 2 jeunes parents. Il avait une vaste collection de parents qu'il visitait régulièrement et qui se souciaient de lui autant que ses propres parents. Mais Timothy et sa famille se dirigeaient vers une tragédie qui déconcerterait tous ceux qui s'y familiariseraient. Un mystère qui resterait non résolu même à ce jour. Le matin du 11 mai, 2011 heures, James Pitsen s'est réveillé, a préparé le petit déjeuner pour lui et son fils, puis a emmené le garçon dans sa classe de maternelle à l'école primaire Greenman sur West Galena Boulevard avant de se rendre au travail. Mais pour une raison quelconque, peu après 8 heures du matin,
Amy Pitsen est arrivée à l'école en disant à un membre du personnel enseignant qu'il y avait une urgence familiale et qu'elle devait éloigner Timothy de l'école pour la journée. Le professeur de Timothy a naturellement accepté la demande de sa mère, laissant le jeune homme quitter la classe pour l'accompagner partout où il allait, après lui avoir souhaité le meilleur avec tout ce qu'il avait à faire. Cependant, au lieu de faire face à cette apparente urgence familiale, on ignore où se trouve Amy Pitsen jusqu'à environ 10 heures du matin le même matin, lorsqu'elle est arrivée dans un atelier de réparation de véhicules à Aurora. Un sympathique employé du magasin a ensuite emmené Pitsen et son fils aux eaux voisins de Brookfield, où ils ont passé le reste de la matinée et en début d'après-midi à se détendre et à explorer les différentes expositions d'animaux qui y sont exposées. Vers 3 heures de l'après-midi, Amy et son fils sont retournés à l'atelier de réparation de véhicules, ont récupéré leur voiture avant de se rendre à la station balnéaire de Key Lime Cove dans la petite ville de Gurney dans le comté de Lake, connue pour son grand parc aquatique, ainsi que pour être une filiale de Sea Flag. Après avoir emmené Timothy dans le parc aquatique, Amy et son fils ont passé la nuit au complexe, partant tôt le lendemain avant de traverser les frontières de l'État dans le Wisconsin. Là, ils se sont enregistrés au Kalahari Resort dans le Wisconsin Dells vers 10 heures du matin, tous deux étant filmés par des caméras de sécurité. Mais depuis lors, aucune trace de Timothy Pitsen n'a été vue nulle part. À toute fin utile, le jeune homme avait disparu dans les airs. Vers midi le lendemain, le 13e mai, Amy Pitsen a passé une série d'appels téléphoniques à certains de ses proches, dont son beau-frère et sa mère. Elle leur a assuré qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter, qu'elle et Timothée étaient sains et saufs et qu'aucun d'eux n'était en danger. Ceux parents confirmèrent plus tard que Timothy était présent avec sa mère au moment de ces appels, car on pouvait l'entendre en arrière-plan se plaindre qu'il avait faim. Dans l'enquête qui a suivi, les enregistrements des téléphones portables ont montré que les appels avaient été passés depuis une zone proche de Sterling, dans le comté de Vernon, Wisconsin, et que les deux hommes étaient apparemment de nouveau en déplacement via la route 40. Cependant, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, Amy Pitsen n'a pas contacté son mari, la personne que l'on pourrait supposer qu'elle appellerait pour l'informer de ses allées et venues et de celle de son fils. James était frénétique d'inquiétude depuis l'après-midi du 11 mai, lorsqu'il rentra chez lui pour trouver la maison vide et apprit par la suite que sa femme avait retiré Timothy de l'école. L'après-midi du 13e mai, Amy Pitsen a été enregistrée sur les caméras de sécurité d'un magasin familial à $1 à Winnebago. Elle était seule lorsqu'elle a acheté un cahier, de la papeterie et des enveloppes. Elle était encore complètement seule lorsqu'elle a été aperçue dans une succursale de Sullivan's Food, également à Winnebago, Wisconsin, où elle a apparemment visité le comptoir de la pharmacie avant de partir rapidement. Elle n'a été revue qu'après 11 heures du soir, lorsqu'elle était apparemment retournée dans l'Illinois et s'était installée dans une chambre au Rockford Inn dans la ville de Rockford. Le lendemain, dans l'après-midi du 14 mai, un membre du personnel de nettoyage de l'hôtel a visité la chambre dans laquelle Amy Pitsen séjournait avec l'intention de la nettoyer. Il n'y avait pas de panneau « Ne pas déranger » sur la poignée de la porte, et lorsque le nettoyeur a frappé, il n'y avait aucune réponse de l'intérieur de la pièce. Alors, contre son meilleur jugement, il a déverrouillé la porte et est entré. À sa grande horreur, il a trouvé Amy Pitsen allongée sur le dos dans des draps imbibés de sang. Pitsen avait pris une surdose d'antihistaminique puissant avant de se fendre les poignets. Il avait également apparemment laissé une note sur une commode voisine disant qu'il était vraiment désolé pour le désordre qu'il avait causé, mais que Timothy ne serait jamais retrouvé. Cependant, la note n'a pas tardé à assurer à ceux qui la lisaient que Timothée était en effet en sécurité avec des gens qui prendraient soin de lui, mais qu'il serait inutile de le chercher puisque ses nouveaux gardiens l'avaient caché et ne l'abandonneraient jamais. Après avoir reçu un appel, la police est rapidement arrivée sur les lieux pour verrouiller la chambre d'hôtel pour un examen médico-légal. Ils ont localisé le couteau avec lequel Amy Pitsen s'était suicidée. Puis, après une inspection minutieuse de sa voiture, ils ont trouvé des traces de ce qui semblait être une quantité alarmante de sang de son fils, bien que, après analyse, seul le sang d'Amy ait été retrouvé sur le couteau trouvé sur les lieux. Au grand soulagement des enquêteurs, des proches des Pitsen ont révélé qu'avant la disparition de Timothy, il avait subi un saignement de nez assez important dans la voiture. C'est pourquoi tant de particules traces ont été retrouvées à l'intérieur du véhicule. Le téléphone portable d'Amy Pitsen n'était pas sur les lieux de sa mort, mais a ensuite été retrouvé sur un bord herbeux,
au bord de la route 78, manifestement jetée par la fenêtre de son véhicule en marche alors qu'elle retournait dans l'Illinois. Cependant, l'analyse des enregistrements de son téléphone portable n'a pas permis de mieux comprendre ce qu'il avait fait ni pourquoi il l'avait fait, et il n'y avait aucun indice quant à l'endroit où se trouvait son fils. De plus, l'analyse du véhicule d'Amy a révélé qu'à un moment donné, il avait été garé dans une zone herbeuse et qu'il y avait des traces d'argile incrustées dans les pneus du véhicule, dont les enquêteurs ont déduit qu'elles provenaient d'un endroit avec un ruisseau ou une rivière à proximité. Par conséquent, il est tout à fait possible qu'Amy se soit rendue dans une zone rurale, peut-être hors route, pour livrer Timothy à ses nouveaux soignants. Pitsen a depuis précisé qu'elle croyait que son fils était toujours en vie. En août 2018, l'émission télévisée annulée des forces de l'ordre Live PD a montré à ses téléspectateurs des séquences de progression de l'âge générées numériquement, montrant à quoi ressemblerait Timothy à l'âge de 13 ans. L'invité de cet épisode de l'émission était Angeline Hartman du Centre national pour les enfants disparus et exploités, qui a exhorté les membres du public à fournir toute information susceptible d'aider la police à localiser Timothy. Mais aucun des appels qui en ont résulté n'a abouti nulle part. Cependant, moins d'un an plus tard, des appels ont été faits à la police du nord du Kentucky, qui ont apporté une quantité phénoménale d'espoir à ceux qui souhaitaient le retour de Timothy, mais ont également révélé un mystère insondable et un mal inimaginable. Le 3 avril 2019, les citoyens de la ville de Newport ont appelé la police locale pour les informer qu'un adolescent errait dans les rues voisines, apparemment en état de choc après avoir traversé un pont sur la rivière Ohio. La police a rapidement localisé le jeune homme choqué, angoissé et épuisé, et qui avait besoin de beaucoup de réconfort avant de pouvoir parler. La police a demandé à l'adolescent son nom, et sa réponse les a secoués au plus profond d'eux-mêmes. « Timothy », balbutia-t-il, « Timothy Pitsen ». Le garçon a été rapidement emmené à Louisville, la plus grande ville du Kentucky, où il a été interrogé par des détectives sur sa disparition apparente 8 ans plus tôt. Il a dit qu'il ne se souvenait de rien, que le plus dont il se souvenait était de s'échapper d'une maison de l'Ohio voisin avant de traverser le pont au-dessus de la rivière. Mais les tests ADN révéleraient quelque chose qui était terriblement décevant pour James Pitsen, qui était indescriptiblement ravi de la percée soudaine dans l'affaire. Le garçon n'était pas Timothy Pitsen. Toute l'histoire était un mensonge complexe fabriqué par Brian Michael Rini, alors âgé de 23 ans. Rini avait été libéré de l'Institut correctionnel de Belmont dans l'Ohio un peu moins d'un mois avant ces horribles affirmations. Il n'avait purgé que 14 mois pour des accusations de volume et de vandalisme résultant d'actes commis dans le comté de Medina. Le porte-parole de la police d'Aurora, le sergent Bill Rowley, a publié plus tard une déclaration disant que même si nous sommes déçus que cela se soit avéré être un canular, nous restons diligents dans notre recherche de Timothy, car notre cas de personne disparue n'est toujours pas résolu. Je ne peux imaginer ce qui pousserait Brian Michael Rini à raconter un mensonge aussi atroce et diabolique. Vous avez peut-être regardé un épisode de PD en direct ou entendu parler de la disparition de Timothy pendant son incarcération, et vous vouliez riposter à un monde que vous regardiez avec un degré remarquable de mépris. Mais de toute façon, Timothy Pitsen est toujours porté disparu à ce jour et il n'y a eu aucune observation du jeune homme depuis le jour où il a soudainement disparu des mains de sa mère. Cependant, aucun corps n'a été retrouvé, pas même une goutte de sang qui n'était pas facilement explicable. Il est donc tout à fait possible qu'il soit toujours là-bas quelque part aux États-Unis, attendant d'être retrouvé. Le 27 janvier 1959, un groupe de 9 randonneurs soviétiques est parti pour la chaîne de montagnes Euro, dans le centre de la Russie, pour une randonnée pédestre afin de célébrer le 21e anniversaire du congrès du Parti communiste soviétique. Chacun était un randonneur expérimenté de 2e année avec une expérience du ski, et étant donné qu'ils étaient tous inscrits à l'Euro Polytechnic Institute, l'un des centres d'enseignement supérieur les plus distingués de l'Union soviétique, nous pouvons supposer sans risque qu'ils étaient un groupe résilient, concentré et très intelligent. Cependant, entre le 1er et le 2e février, un événement mystérieux et tragique a entraîné la mort des 9 randonneurs. Malgré une enquête récente du gouvernement russe, dont les affirmations fallacieuses selon lesquelles il s'agissait d'un événement héroïque dans lequel il n'y avait aucune panique, beaucoup continuent de prétendre qu'il existe des explications plus profondes
et plus effrayante pour les décès qu'une simple avalanche. Étant donné la prédilection du gouvernement russe pour la doctrine du déni et de la tromperie, il y avait de bonnes raisons de se méfier de ces affirmations. Avant de partir pour l'Euro, le leader du groupe, Igor Dyatlov, avait promis de prévenir le responsable de son club de randonnée dès qu'il serait revenu à la civilisation. Ils avaient prévu de rentrer avant le 12e février, mais Dyatlov avait clairement indiqué qu'aucune alarme ne devait être déclenchée s'ils étaient retardés de quelques jours. Cependant, le 20e février, il n'y avait toujours aucune nouvelle du groupe de randonneurs, et les proches ont commencé à exiger qu'une équipe de recherche soit formée pour confirmer que leurs proches étaient simplement retardés et non en danger. L'Euro-Polytechnic Institute a rassemblé autant de volontaires que possible pour former la première équipe de recherche qui suivrait l'itinéraire supposé du groupe de Dyatlov. Au fil du temps, des équipes de recherche militaires et policières ont rapidement été jointes à mesure que l'opération devenait de plus en plus dangereuse. C'est le 26 février qu'une des équipes de recherche a finalement localisé le premier signe du groupe de Dyatlov sur l'épaule et du mont Yolatsiako. La tente endommagée et abandonnée du groupe a été retrouvée. Connu sous le nom de Yola Chakon dans la langue indigène Mansi, le nom signifie « montagne morte », un nom extrêmement inquiétant étant donné le sort du groupe de Dyatlov. La scène a déconcerté l'équipe de recherche. Non seulement la tente avait apparemment été coupée de l'intérieur, mais presque tous les effets personnels du groupe avaient été laissés derrière eux, y compris leurs chaussures. Par conséquent, nous pouvons affirmer sans crainte que les affirmations du gouvernement russe, selon lesquelles il n'y a pas eu de panique dans l'incident, sont une erreur complète. Un groupe calme et bien organisé couperait. Ils sont seuls abris en morceaux et s'enfuiraient-ils dans la neige profonde avec seulement ses bas ou ses pieds nus? Absolument pas. En s'éloignant du magasin, il y avait 9 séries d'estampes, une pour chaque membre du groupe de Dyatlov. Les températures glaciales et la neige épaisse permettaient de suivre facilement le sentier jusqu'à la lisière d'une forêt voisine, à moins d'1,5 km. Ici, l'équipe de recherche a trouvé des signes que le groupe avait essayé de faire un petit feu de camp pour se réchauffer. Mais non loin du feu, sous un grand pin de Sibérie, l'équipe de recherche a retrouvé les 2 premiers corps des randonneurs disparus. Ils n'étaient que pieds nus, ne portaient que des sous-vêtements et les branches de l'arbre sous lequel ils gisaient étaient brisées jusqu'à 5 mètres de haut, ce qui signifie que l'un d'eux avait essayé de grimper pour chercher quelque chose ou échapper à quelqu'un ou quelque chose. Parmi les pins et là où le groupe campait, l'équipe de recherche a trouvé 3 cadavres supplémentaires, dont celui du chef du groupe, Igor Dyatlov. Ceux cadavres gisaient, comme s'ils avaient rampé vers la zone où se trouvait la tente. Les 4 corps restants du groupe de Dyatlov ont été retrouvés des mois plus tard, sous 4 mètres de neige dans un ravin à moins de 100 mètres du pin aux branches cassées. Fait intéressant, l'un d'eux portait un pantalon qui montrait des signes d'avoir été brûlé, soit comme combustible pour le feu de camp qu'ils avaient essayé de faire, soit pour une autre raison inexpliquée. À la suite des demandes de leurs proches, la justice soviétique a ouvert une enquête judiciaire approfondie immédiatement après la découverte des 5 premiers cadavres. Malgré le fait que l'un des randonneurs avait une petite fracture au crâne, le médecin légiste a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une blessure mortelle et que chacun des 5 premiers découverts était décédé d'hypothermie. Il y avait des spéculations selon lesquelles les médecins légistes arriveraient à des conclusions similaires concernant les 4 corps restants. Mais après leur découverte et leur analyse, le récit a changé pour quelque chose de complètement plus effrayant. Sur les 4 corps retrouvés dans le ravin forestier, 3 présentaient des blessures que les médecins légistes considéraient comme mortelles. L'un avait subi d'importants dommages à la tête, tandis que 2 autres avaient des fractures thoraciques dévastatrices causées par des forces similaires à celles d'un accident de voiture. De plus, aucun des corps ne présentait de plaies externes communément associées à des fractures osseuses, comme si chacun d'eux avait été soumis à un niveau de pression incroyablement élevé, comme celui d'une grande explosion. Les 4 corps avaient également subi des lésions des tissus mous, notamment des langues manquantes, des yeux arrachés et des lèvres coupées. Certains n'avaient même pas de fragments d'os du crâne, ou avaient les sourcils coupés avec quelque chose de tranchant comme un rasoir. Un expert médico-légal a conclu que ces lésions des tissus mous étaient dues au fait que les corps avaient été retrouvés dans un ruisseau au fond d'un ravin forestier. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cela a été contesté par beaucoup.
De plus, l'étrange idée que les 4 personnes choisiraient de se réfugier dans un ruisseau, ce qui n'aurait fait qu'exacerber les effets de l'hypothermie, soulève également des questions. Au début de l'enquête, il y avait des spéculations folles selon lesquelles le groupe avait été attaqué par les Indiens Mansi locaux. Les Mansi sont des éleveurs de rennes qui habitent les montagnes de l'Euro depuis des milliers d'années et qui seraient très défensifs de leurs terres sacrées, avec un long souvenir des incursions russes sur leurs terres qui ont entraîné la persécution de leur peuple. Une poignée d'hommes de la tribu Mansi ont été arrêtés et interrogés par les forces de l'ordre russe, et à ce jour, la tribu maintient qu'ils ont été directement accusés d'avoir attaqué et assassiné le groupe pour avoir envahi leurs terres. Mais finalement, les charges ont été abandonnées car il n'y avait aucun signe de mêlée autour des corps. Ce sont 2 points problématiques qui ont suscité beaucoup de curiosité au fil des ans, dont aucun n'a été expliqué correctement. La première est que de toutes les informations divulguées au grand public avant que les enquêtes ne soient confinées dans des archives secrètes, il n'y avait pas la moindre information sur l'état des organes internes de l'un des randonneurs. Les seuls détails divulgués concernaient les blessures à l'extérieur de leur corps et de leurs os, pas les organes internes. Si tel est le cas, qu'est-ce que les Soviétiques avaient à cacher au sujet de ces blessures? Le deuxième fait intéressant est le fait qu'une grande quantité de radiation a été trouvée sur les vêtements de l'un des randonneurs. Bien que cela ait été mentionné à plusieurs reprises dans le rapport d'enquête qui a suivi, le gouvernement russe est toujours resté silencieux à ce sujet, refusant de commenter ou d'enquêter sur les raisons pour lesquelles c'était le cas. L'un des rares récits liés à cette facette de l'affaire provient d'un homme du nom de Yura Kuntsevich, qui est devenu plus tard le chef de la Death Foundation, dont le but est de découvrir la vérité derrière l'incident, et a assisté à 5 des funérailles des randonneurs. Il se souvint que sa peau avait un bronzage brun foncé. De plus, les restes de l'un des randonneurs ont été exhumés en avril 2018 après la demande de journalistes d'un journal russe. L'ADN du corps a été analysé, et les résultats ont été un choc complet et total pour les personnes impliquées. Ils ont révélé que l'ADN ne ressemblait pas du tout à celui des parents vivants des randonneurs, à tel point que les journalistes ont émis l'hypothèse que quelqu'un d'autre avait pris l'identité du randonneur. Une autre source qui mérite d'être consultée sur l'incident de Dyatlov est un livre publié en 1990 intitulé « Le prix des secrets d'État en 9 vies », publié à une époque où l'Union soviétique était pratiquement en train de s'effondrer et où de nombreux anciens secrets du pays venaient à la lumière. Le travail s'est concentré sur l'idée qu'une expérience secrète avec des armes soviétiques était à blâmer pour la mort des randonneurs. Cela expliquerait certainement la grande quantité de radiation qui a été trouvée sur les vêtements de l'un des randonneurs décédés. Il y avait beaucoup de gens qui étaient auparavant restés silencieux sur leur implication dans l'incident et qui sont venus avec des informations nouvelles et surprenantes. L'un d'eux était un ancien policier qui a dirigé l'enquête officielle en 1959, qui a admis que l'équipe d'enquête n'avait pas d'explication rationnelle à l'incident. Il a également affirmé qu'après que son équipe ait rapporté avoir vu des sphères volantes, il avait reçu des ordres directs de hauts responsables régionaux de se rétracter et d'oublier ce qu'il avait vu cette nuit-là. La pointe des sphères volantes est également soutenue par un autre groupe de randonneurs qui marchait à environ 48 km au sud du mont Kyolatsuko la nuit de l'incident. Ils ont rapporté qu'ils avaient vu d'étranges sphères oranges dans le ciel au nord de la nuit en question. De même, d'étranges formes sphériques ont également été observées dans la ville voisine d'Ivdel en février et mars 1959 par divers autres témoins, y compris le service météorologique officiel soviétique et l'armée soviétique. Naturellement, les deux ont reçu l'ordre de ne pas rendre compte de ceux qu'ils avaient vus de la part de hauts responsables de l'appareil politique, et ils ne sont apparus que dans les années 90, quand il était prudent de le faire. Comme mentionné ci-dessus, l'explication officielle du gouvernement russe pour les incidents est une avalanche, mais il existe une énorme quantité de preuves contredisant cette théorie. L'une de ces preuves est le fait que le lieu de l'incident n'a montré aucun signe qu'une avalanche ait jamais eu lieu. Une avalanche aurait sans aucun doute laissé des motifs très distinctifs dans la région, sans parler de la façon dont elle aurait dispersé des débris autour des corps retrouvés. Les corps retrouvés au cours du premier mois de l'événement étaient recouverts d'une couche de neige très superficielle. S'il y avait vraiment eu une avalanche de force suffisante pour entraîner le deuxième groupe, ces corps auraient également été entraînés.
Cela aurait causé des blessures beaucoup plus graves dans le processus et également causé de graves dommages à la limite des arbres à proximité. De plus, une analyse du terrain et des pentes a montré que même s'il y avait eu une avalanche, son chemin aurait évité le camp des randonneurs. Depuis 1959, il y a eu plus d'une centaine d'expéditions dans la région, et aucune d'entre elles n'a signalé de conditions susceptibles de créer une avalanche. Une étude de la région à l'aide de techniques géographiques modernes centrées sur le terrain a montré que l'emplacement rendait extrêmement improbable qu'une avalanche puisse se produire. La seule condition dangereuse a été observée en avril et mai, lorsque les chutes de neige hivernales fondaient. En février, lorsque l'incident s'est produit, il n'y avait pas de telles conditions. Compte tenu des informations dont nous disposons, nous pouvons conclure en toute sécurité que l'explication officielle n'a tout simplement pas de sens. Non seulement il est hautement improbable qu'une avalanche se soit produite, mais il y a trop de faits étranges et effrayants qui ont été révélés pour que nous puissions croire autre chose que ce qui s'est passé cette nuit-là serait trop effrayant pour que le public puisse le comprendre. Les premiers corps n'étaient pas du tout difficiles à retrouver, et il semble évident qu'étant donné la proximité des 4 derniers corps avec le camp d'origine, ils auraient finalement été retrouvés, surtout lorsque la neige commence à fondre vers la fin du printemps et de l'été. Alors pourquoi exactement l'armée soviétique a-t-elle insisté pour s'impliquer dans la recherche? La réponse est évidente. Ils savaient bien qui se passaient autour de Koletsyokol et étaient simplement là pour empêcher la révélation de leurs secrets. Il est très dommage, comme mentionné dans le titre du livre d'Anatoly Gouchikhan publié en 1990, que le prix des secrets soviétiques valait des vies humaines. Jonathan Luna est né le 21 octobre 1965 à New York d'un père philippin et d'une mère afro-américaine. Il a passé 16 années de formation au Patterson Housing Project près du Yankee Stadium dans le sud du Bronx. Jonathan a rempli ses parents de fierté, étant le premier de sa famille à aller à l'université et à recevoir un diplôme de premier cycle en droit de première classe de l'université Fordham. Plus tard, il a étudié à la faculté de droit de l'université de Caroline du Nord, où il était colocataire de Reggie Shepherd, qui deviendra plus tard directeur exécutif de l'ACLU de Pennsylvanie. Au cours des années 90, Luna a travaillé chez Arnold et Porter à Washington, D.C., ainsi qu'à la Federal Trade Commission, en tant que procureur dans le district de Brooklyn à New York, avant de déménager à Baltimore, Maryland, pour devenir procureur adjoint des États-Unis. Luna a épousé l'obstétricienne Angela Hopkins le 29 août 1993 et ensemble, ils ont eu 2 enfants. Ils étaient la famille nucléaire typique de Moderna, menant une vie remplie de joie pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'une tragédie frappe. Une tragédie qui soulèverait de nombreuses questions pour les années à venir. Alors que Jonathan travaillait comme procureur adjoint des États-Unis à Elk Ridge, Baltimore, il s'est concentré sur la noble tâche de condamner les prédateurs violents pour leurs crimes odieux. C'était le matin du 4 décembre, 2003 heures, lorsque Jonathan quitta sa maison et se rendit au bureau. L'affaire dans laquelle il était impliqué à l'époque tournait autour de 2 individus soupçonnés de trafic d'héroïne depuis leur studio d'enregistrement, connu presque comiquement sous le nom de Stash House Records. L'un de ces hommes faisait également face à une accusation de meurtre. Jonathan a travaillé toute la journée et tard dans la nuit sur un accord de plaidoyer qui était sur le point d'être offert à l'un des trafiquants de drogue présumés, appelant finalement l'un de ses collègues vers 9 heures ce soir-là, pour l'informer qu'il était sur le point de rentrer chez lui. Cependant, selon l'horloge d'entrée du bureau, Jonathan n'est parti qu'environ 20 minutes avant minuit, et bien qu'il ait besoin de lunettes de prescription pour conduire, il les a laissées au bureau. Des informations tirées des caméras de sécurité et des dossiers de carte de crédit de Luna indiquent qu'elle s'est rendue dans l'État du Delaware vers 1 heure du matin, où elle a retiré $200 d'un guichet automatique. Il a ensuite traversé le New Jersey et la Pennsylvanie, où sa carte de crédit a de nouveau été utilisée pour retirer de l'argent à un guichet automatique. Le laissez-passer de Luna était enregistré comme utilisé, mais pour une raison quelconque, après être entrée dans le Delaware, elle a commencé à acheter des billets de péage. Le lendemain matin, vers 5h30, un employé de Cincinnati et Weaver, une entreprise de forage de puits à Denver, en Pennsylvanie, a vu le véhicule garé derrière le bâtiment principal.
Il a vu qu'il y avait du sang étalé sur la portière et l'aile avant, ainsi qu'une flaque de sang sur la banquette arrière. Il y avait de l'argent taché de sang partout à l'intérieur du véhicule. Le travailleur du forage a rapidement appelé la police et après une brève fouille de la région, le cadavre de Jonathan a été retrouvé dans un ruisseau voisin. Il avait subi plus de 30 coups de couteau, infligés avec son propre couteau plume, avec des blessures au couteau à la gorge et aux organes génitaux. Cependant, la cause réelle du décès était la noyade en tombant dans le ruisseau. En raison de la flaque de sang sur le siège arrière du véhicule, les enquêteurs ont déduit que Luna avait subi la plupart de ses blessures alors qu'il était assis là. La police a également trouvé des empreintes digitales non identifiées dans le sang, y compris du sang non identifié, indiquant que Luna n'était pas seule là-bas et qu'elle avait en fait repoussé son agresseur avant de succomber à ses blessures. C'est là que l'affaire devient étrange, très étrange. La mort a d'abord été jugée comme un homicide évident, dans lequel celui qui avait attaqué Jonathan a d'abord été repoussé par le propre couteau de l'homme avant de le lui arracher, et de l'utiliser pour lui ôter la vie. Cependant, un agent du FBI a ordonné au pathologiste en charge de l'autopsie de changer son verdict, en disant qu'il avait mis fin à ses jours, même si Luna avait des blessures au dos qu'il n'aurait pas pu s'infliger. Puis une série de rumeurs étranges impliquant Luna ont commencé à circuler dans les médias, dont certaines affirmaient qu'il était impliqué dans le détournement de 36 000 $. Un journaliste du Baltimore Sun a reçu un conseil anonyme selon lequel Luna était également terrifié à l'idée d'être retrouvé et qu'il avait mis fin à ses jours, bien que la source ne fournisse absolument aucune preuve de cela. Mais il y avait aussi de nombreuses preuves que Luna construisait un dossier solide contre un réseau de prédateurs violents, dont certains étaient employés à des niveaux élevés du gouvernement fédéral. Il est possible qu'il ait été assassiné à la suite de cette même enquête. Et pourquoi diable un agent du FBI aurait-il eu un exemple aussi évident de meurtre jugé alors qu'il mettait fin à ses jours? Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi un homme aussi bien a été assassiné de manière aussi violente, mais ce qui est clair c'est que personne n'a jamais été condamné ni même arrêté pour sa participation à cette mort, et comme il devait y avoir suffisamment de preuves médico-légales, cela soulève des implications très troublantes. Malheureusement, l'enquête sur la mort de Jonathan Luna n'a pas donné de réponse claire ni conduit à des arrestations ou des condamnations. Les circonstances de sa mort restent un mystère, et il existe plusieurs théories et spéculations entourant l'affaire. Une théorie soutient que Luna a été tué à cause de son travail de procureur, alors qu'il enquêtait et poursuivait des individus dangereux, dont certains auraient pu avoir des relations puissantes et étaient impliqués dans de graves activités criminelles. Cette théorie suggère que Luna a peut-être été tué pour le faire taire et l'empêcher de poursuivre ses enquêtes et ses poursuites. Une autre théorie est que Luna pourrait avoir été impliquée dans des activités illicites ou avoir eu des ennuis d'une manière ou d'une autre qui ont conduit à sa mort. Cependant, cette théorie manque de preuves solides et contredit l'image de Luna en tant que professionnel dévoué et père de famille aimant. L'implication du FBI dans l'affaire et son influence apparente sur la détermination officielle de la cause du décès de Luna ont généré des spéculations supplémentaires sur une éventuelle dissimulation ou conspiration pour cacher la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Luna. En fin de compte, le cas de la mort de Jonathan Luna reste une énigme non résolue et la recherche de réponses continue d'être un sujet d'intérêt pour beaucoup. Cependant, à ce jour, aucun progrès significatif n'a conduit à une résolution satisfaisante de l'affaire.